Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes au collège ou bien vous êtes au lycée. Euh, vous êtes des élèves qui préparent l'examen régional ou alors ceux qui vont préparer leur baccalauréat libre cette année. Ce cours vous sera très utile. Donc, restez avec moi. Je présente le cours tout de suite. Quel est le titre du cours d'aujourd'hui? Eh bien, ce sont les figures de style. En effet, quand vous entendez les figures de style, vous vous posez énormément de questions. Qu'est-ce que c'est que les figures de style? À quoi servent les figures de style? Comment faire pour les reconnaître? Bref, autant de questions auxquelles je vais essayer de répondre. L'objectif de notre cours d'aujourd'hui est donc comprendre à quoi servent les figures de style. Et je commence par la définition. On les appelle des figures de style, mais on les appelle aussi des figures de rhétorique. Pour vous expliquer les figures de style, je vais vous proposer un énoncé. Il est 9 heures du matin. Le facteur arrive à la porte de l'immeuble, il ouvre son cartable, prend le courrier et le distribue dans les boîtes aux lettres des résidents. Ensuite, il reprend sa moto et continue son chemin. Je vais reprendre le même énoncé et je vais en faire ce que je vous propose. Il est 9 heures du matin. Le facteur arrive à la porte de l'immeuble. On dirait un Père Noël apportant des cadeaux. Il ouvre son cartable et prend une montagne d'enveloppes. Les boîtes aux lettres semblent dévorer le courrier que le facteur distribue. Ensuite, il chevauche sa moto et file comme une flèche vers d'autres destinations. Donc voici l'énoncé 1 et voici l'énoncé 2. La première question que l'on se pose, c'est quelle est la différence entre ces deux énoncés-là? Dans le premier énoncé, il n'y a aucun indice se rapportant à la situation d'énonciation. Celui qui parle n'intervient pas. Au contraire, il rapporte ce qui se passe exactement comme dans la réalité. Alors que dans le deuxième énoncé, on a des indices d'énonciation, c'est-à-dire on a ajouté des procédés qui nous donnent une idée sur ce que pense et ce que ressent celui qui parle. Donc si je reprends l'énoncé 1, il est 9 heures du matin. Le facteur arrive à la porte de l'immeuble. Il ouvre son cartable, prend le courrier et le distribue dans les boîtes aux lettres des résidents. Ensuite, il reprend sa moto et continue son chemin. Les éléments que j'ai ajoutés dans l'énoncé 2 sont de couleur verte. Il est 9 heures du matin. Le facteur arrive à la porte de l'immeuble. Donc, selon celui qui parle, on dirait un Père Noël apportant des cadeaux. Il ouvre son cartable et prend, encore une fois selon celui qui parle, la quantité des enveloppes. Pour lui, c'est une montagne d'enveloppes. Et il semble à celui qui parle, ça veut dire l'émetteur, que les boîtes aux lettres dévorent le courrier que le facteur distribue. Ensuite, il chevauche sa moto et file comme une flèche vers d'autres destinations. Dans le premier énoncé, la visée est simple. Informer. L'émetteur voudrait informer le récepteur. Ou alors, l'auteur voudrait informer le lecteur. Alors que dans le deuxième énoncé, on a l'impression que l'émetteur aime le facteur et voudrait le mettre en valeur. Il crée une certaine émotion et il voudrait partager cette émotion-là avec le lecteur. Donc, il a utilisé des procédés. Quelles sont alors les observations que l'on peut faire? Dans l'énoncé 1,
il n'y a pas d'indice se rapportant à la situation d'énonciation. L'émetteur, celui qui parle, n'intervient pas. L'émetteur rapporte ce qui s'est passé de manière objective, sans mêler ses impressions. Donc, on dira que l'énoncé est objectif, c'est-à-dire neutre. Voyons maintenant les observations au niveau de l'énoncé 2. 1. Il y a des indices se rapportant à la situation d'énonciation. 2. L'émetteur, celui qui parle, intervient et ajoute ce qu'il ressent et ce qu'il pense et porte un jugement sur ce qu'il voit. 3. L'émetteur rapporte ce qui s'est passé de manière subjective, c'est-à-dire en ajoutant ses impressions et sa façon de voir. On dira alors que l'énoncé est subjectif, c'est-à-dire expressif. Voyons ensemble le résumé de tout ce qu'on vient de dire. On est parti d'un énoncé. On avait un énoncé 1 qui était objectif et un autre énoncé qui était subjectif. Dans l'énoncé objectif, la visée de l'émetteur est d'informer le lecteur sur ce que fait le facteur. Par contre, dans l'énoncé subjectif, la visée est de séduire, émouvoir. L'émetteur aime le facteur et ce qu'il fait, donc il crée une impression et la partage avec le lecteur. Eh oui, je sais, vous allez vous poser beaucoup de questions. Par exemple, qu'est-ce qui a permis à l'émetteur de créer cette impression? Ou alors, quels sont les outils que l'on peut utiliser pour rendre un énoncé subjectif? D'accord. J'imagine les questions que vous vous posez. Lorsque je veux séduire, émouvoir ou créer une impression à l'intérieur de mon énoncé, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, je peux utiliser comme procédé ce qu'on appelle les figures de style. Donc, je répète, lorsque je veux séduire le lecteur, je voudrais l'émouvoir ou tout simplement je voudrais créer une impression à l'intérieur de mon énoncé ou de mon texte, je peux utiliser comme procédé les figures de style. Très bien. Eh oui, je sais, vous allez me dire, mais madame, c'est quoi le procédé des figures de style? On les appelle les figures de style, les figures de rhétorique ou les figures de discours. Chaque fois que vous entendrez le mot, maintenant pour vous, c'est la même chose. Donc, c'est quoi une figure de style? Une figure de style est un moyen qui permet de s'exprimer. C'est un ensemble d'outils qui va modifier le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. C'est aussi l'ensemble des procédés que l'on peut utiliser pour transformer un énoncé objectif, neutre, en énoncé subjectif, expressif. On trouve les figures de style en grand nombre dans la poésie. On pourrait même dire que les figures de style relèvent de l'art de parler. Eh oui, on a appris des choses. La définition, je pense que maintenant, est très claire. Donc, quelle est la conclusion à laquelle on arrive? J'ai envie de créer un effet sur le destinataire, un lecteur quand il s'agit d'un texte ou un interlocuteur quand il s'agit de l'oral. Je veux l'impressionner, le convaincre ou le séduire. Donc, j'utilise quoi? Les figures
de style. Très bien. Ça veut dire que vous avez bien compris, mais il y a encore des questions. D'accord. C'est quoi votre question maintenant? Quels sont les types de figures de style? D'accord. Je vais vous répondre. Les figures de style, il y en a beaucoup. Mais pour bien les retenir, on va les classer selon des ensembles. Par exemple, ce qu'on appelle des figures par analogie. Dans cet ensemble, on va trouver la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie. Un autre ensemble qu'on va appeler les figures de substitution, à l'intérieur duquel on va trouver la métonymie, la synecdoque et la périphrase. Un autre ensemble qu'on va nommer les figures de l'insistance ou de l'atténuation. Par exemple, l'hyperbole, l'accumulation, la gradation, l'euphémisme, la litote, l'anaphore, le parallélisme et la question oratoire ou bien ce qu'on appelle la question rhétorique. Un autre ensemble qu'on va appeler les figures d'opposition. À l'intérieur des figures d'opposition, on va trouver l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase. Donc, je vous ai proposé cette division qui va vous permettre de bien les retenir. Donc, ce dont vous devez vous rappeler, c'est d'abord qu'est-ce que c'est qu'une figure de style et à quoi elle sert. Une fois que vous avez retenu ces deux informations-là, vous pouvez retenir les différentes figures de style en les partageant selon les ensembles que je vous ai proposés. Figures par analogie, figures de substitution, les figures de l'insistance et de l'atténuation et les figures d'opposition. Comme ça, si vous arrivez à les départager de cette manière, vous pourrez mieux les retenir. Je tiens aussi à vous rappeler qu'on n'a pas que ces figures de style-là. Moi, j'ai ciblé les figures de style les plus importantes et celles que vous pouvez rencontrer dans des cours ou bien à l'examen, par exemple. Ce sont des figures de style qu'un collégien ou un lycéen est censé connaître. Ah, vous vous posez encore des questions? Quelle est la définition de chaque figure de style? Ah oui, donc c'est normal. Il faut connaître chaque figure de style. Une autre question? Comment je peux la reconnaître dans un texte? Je vais essayer de répondre à ces questions, mais il faut être patient. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre le cours prochain. Dans le cours prochain, soyez au rendez-vous, je vous proposerai la définition de chaque figure de style et je vous montrerai comment la reconnaître dans un texte. Aujourd'hui, je vous dis merci d'avoir suivi mon cours et à bientôt.